voudrais compléter ce qui a pu être dit et aussi ce qui a été dit ce matin en essayant d'ancrer mon intervention sur les effets des contextes, notamment macro, qu'on a pu entendre ce matin sur qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Alors moi, je m'intéresse depuis assez longtemps à ce qu'on apprend au travail quand on n'est pas en formation, ce qui peut apparaître comme un paradoxe pour un formateur, mais ce qui me paraît un enjeu essentiel pour les organisations de travail et pour les gens qui s'y situent. Donc, à partir de là, j'ai posé que formaliser ce qu'on apprend, on va dire de façon informelle, pouvait contribuer à mieux mettre en valeur ce qui pouvait être utile et nécessaire dans des logiques de transition. On parle de compétences transversales, etc. Je n'y reviens pas. Alors, pour ancrer mon propos dans une réalité concrète, je vais me baser sur une expérience qui est toujours en cours, d'une structure d'insertion par l'économique qui me semble pouvoir résumer en peu de mots et en peu de temps l'ensemble des enjeux qui se situent dans la transition. Alors, pour faire très très court, une structure d'insertion par l'économique telle que celle que je vais évoquer avec vous pour ancrer mon propos dans des réalités concrètes, c'est des gens qui rentrent, et quand je dis des gens, c'est 34 nationalités, une tour de Babel en termes de langage, mais également en termes de niveau, puisque des gens venant d'autres pays peuvent avoir des diplômes non maîtrisables en France, et on a aussi des gens qui sont depuis très longtemps sur le territoire national, mais qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, y compris pour des défaillances de type cognitif. Donc là, en termes de chercheurs, on a un échantillon de la diversité de ce qu'on peut avoir de gens qui ne sont pas inclus, tout à fait intéressante. Il faut les insérer dans une organisation de travail qui est soumise à des impératifs de production, très clairement. Et il faut aussi s'engager dans une sortie, puisqu'ils sont en gros à peine rentrés, qu'ils doivent déjà sortir. C'est un peu le lot des contrats d'insertion. Donc, il m'a semblé là pouvoir tirer 3 types de questions que je voudrais partager avec vous dans le premier temps qu'on peut passer ensemble, sur qu'est-ce qui joue dans ces transitions, dans cet espace-temps extrêmement condensé de la diversité qui rentre, de ce qu'il faut capter, formaliser, de ce qu'ils sont susceptibles de faire, et comment on peut le projeter pour qu'ensuite ils retrouvent un emploi, sachant que ce qui est posé, c'est que de toute façon, ils ne seront pas gardés. Alors, dans l'article que j'avais fait, j'avais déjà pu identifier un certain nombre de choses. Je ne vais pas y revenir. Je pense simplement opportun de signifier que mon propos se situe dans une approche du travail psychosociale. C'est-à-dire, pour le faire très très simple, pour moi, une femme ou un homme au travail, c'est comme ça, c'est ma clé de lecture, c'est quelqu'un qui à la fois produit de l'environnement, et donc il le subit, mais il est aussi producteur. Et donc s'il reçoit une influence de l'environnement socio-économique et aussi liée à l'organisation de travail, il en est aussi producteur. Les marges de manœuvre varient, mais cette dualité qui est en fait un jeu, une tension qui permet de faire jouer des courants, permet d'appréhender ces notions d'acteurs qui reviennent très fréquemment et qui me semblent importantes si on veut comprendre ce qui se joue et aussi si parfois se déjoue. Alors, fort des expériences que j'ai eues, et pour respecter le temps qui m'est opportun, dans la position qui était la mienne d'accompagnateur au projet professionnel de ce type de public, lié à une identification de ce qu'il savait faire au vu de ce qu'il pourrait proposer d'employeur derrière, je ressors de ça avec 3 questions que je voudrais partager rapidement avec vous. La première question, c'est celle de la responsabilité. Et en termes de questions, ça veut dire, mais qui est responsable de quoi? Je pense que les discours d'acteurs qu'on a évoqués ce matin, quand ils viennent atterrir sur la réalité des terrains, sur tout type de public, posent la question à un moment donné, qui est responsable? Alors, quand on dit qui est responsable, ça veut dire que l'implicite serait qu'il y ait un coupable. Le coupable, c'est le fait qu'il ne trouve pas et qu'on arrive à produire beaucoup de richesses en continuant de maintenir un certain nombre d'exclus. Dans la conception qui est la mienne de la formation, on ne peut pas couper l'économique du social, mais ça peut se discuter, hein. Donc, même s'il n'y a pas de coupable, je crois qu'il faut, si on veut pouvoir mettre l'ensemble des acteurs en mouvement, définir les niveaux de responsabilité. Alors, je ne suis pas persuadé que pour l'ensemble des personnels confrontés à ces problématiques de transition, y compris dans ce type de structure, la question de la responsabilité est posée. Et du coup, n'étant pas posée, elle ne prend pas beaucoup le risque d'être résolue. La deuxième question que je me suis posée en observant tout ça, c'est est-ce que dans ces organisations de travail et dans ces personnels, ces opérateurs, il y en a seulement un qui sait exactement ce qu'il fait? Alors je le dis d'une façon un peu triviale,
Je pense qu'il ne faut pas nier, parce que ici au CNAM c'est l'occasion d'en parler, le nom a été évoqué ce matin avec 2 jours, de cette dimension du travail réel, la réalité du travail. On a parlé de compétences, vous parliez de compétences tout à l'heure, on remarque que le mot ne se suffit pas, il faut en rajouter d'autres, des compétences techniques, des compétences transversales, relationnelles de 3e type, etc. On est là sur quelque chose d'important, on pourrait appeler de l'expérience, on peut l'appeler de tas de mots, c'est ce qui fait à un moment donné la différence pour qu'un individu soit à la fois bien dans son travail et que l'employeur soit bien avec l'individu qui l'emploie. Bon, je vais l'appeler compétence par convention là. Cette compétence-là aujourd'hui, si on veut rentrer dans le réel, elle est redoutable à définir, autrement que par des jugements de valeur à l'emporte-pièce. Si on veut faire un travail fin qui tienne compte de la réalité du travail réel et donc des capacités, je vais reprendre ce terme-là, qui étaient détenues par les personnes que j'avais, eh bien en fait, je me suis retrouvé dans un formidable paradoxe qui est presque de l'ordre de l'oxymore, c'est le travail réel, c'est le travail le plus objectif possible, mais c'est celui qui est le plus subjectif à définir. Alors, décrire des tâches, ça, tout le monde sait le faire. Il y a des référentiels, il y a plein de choses. Des activités aussi. Définir le travail dans qu'est-ce que je fais, et je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est accessible. Mais définir comment je le fais. Non pas le quoi, mais le comment. Et donc, est-ce que je suis capable d'expliquer, au-delà du processus, quel usage de moi je fais dans la compétence, et ce, à tous les niveaux de l'organisation, puisque ça a été suffisamment souligné, on ne le répétera jamais assez, il n'y a pas de bas niveau de qualif, il n'y a que des premiers niveaux de qualification. Il n'y a plus aujourd'hui un seul employeur qui peut se permettre de payer des gens sans qu'ils amènent une plus-value. Donc, tous les postes sont importants. Ils ne sont pas tous payés de la même façon. Ils ne sont pas tous regardés de la même façon, mais ils engagent un niveau de technicité qui était déjà suffisamment défini, qui est important, mais qui pose une redoutable question en termes de définition, y compris par les personnes elles-mêmes, qui ont une difficulté majeure à expliquer ce qu'elles font dans ce qui est le plus important et dans la plus-value qu'elles amènent. La 3e question, et ce sera la dernière, on a parlé de projet, on a parlé de transition. Je crois qu'à un moment, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on mesure ? Alors, juste un exemple concret. Les demandes d'accompagnement en transition, c'est souvent des commandes. Et on l'a vu ce matin, les commandes, ça rentre dans des cadres institutionnels. Et parfois, la satisfaction du besoin n'est pas corrélée à la réponse à la commande. Ça a été dit ce matin sur le bilan de compétences, ça ne rentre pas dans le cadre, ça marche bien, mais on ne peut pas le financer. Donc, qu'est-ce qu'on mesure ? Juste un exemple, mais il y en aurait plein. En termes de projets, est-ce qu'il faut mesurer le nombre de projets professionnels ? Est-ce qu'une transition, c'est forcément un changement ? Est-ce que quelqu'un qui fait un parcours à un moment donné, qui se dit « mais tout compte fait, j'ai vu ce qui se passait ailleurs, et bien, je me plaignais de ce que je faisais, mais tout compte fait, je vais continuer de me plaindre parce que c'est une façon de fonctionner, mais je suis très bien dans ce que je fais », vous ne le comptabilisez pas. Pourtant, ce travail-là a été fait. Et quand vous regardez un projet, juste un exemple, je me souviens d'une salle un peu plus réduite que celle-là, où, après avoir accompagné un groupe, je faisais présenter leur projet professionnel appris. Or, ce qu'on a appris en situation, ce qui va nous servir dans le cadre des transitions, échappe bien souvent aux outils qu'on a pour accompagner. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment un regard nouveau à poser, y compris sur l'usage qu'on fait dans ce pays du diplôme, mais là, j'anticipe pas, mais je vous passerai le relais derrière vous, et aussi sur cette question de transition, qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce qu'on regarde ? Parce que dans le même temps, toute la dimension qualitative se doit d'être prise en compte, si ce n'est à réduire l'individu à un simple agent, et quand je dis agent, ce n'est pas au sens anglo-saxon du terme d'agentivité, c'est un simple acteur économique au sens de l'homo economicus, mais dans le même temps, si on ne sait pas comptabiliser ce qu'on a produit comme résultat, on va être uniquement dans de l'opinion, du sentiment, et on ne manquera jamais d'acteurs qui mettent beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font, moi le premier, pour dire que ce qu'ils font, c'est bien. Mais à un moment, j'aimerais bien en voir les effets à un niveau plus économique, ne serait-ce que pour pouvoir le reproduire sur des plus grandes dimensions. Je pense que le nombre de gens qui sont aujourd'hui confrontés à des transitions professionnelles sont suffisamment importants pour qu'on dédie des moyens qu'on puisse évaluer. Et donc, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on évalue, comment on l'évalue pour qu'on ait les moyens de l'améliorer, indépendamment de l'opinion qu'on peut avoir des dispositifs qu'on met en place.
Moi, je voudrais juste revenir sur le terme entreprise. Donc, je comprends bien qu'on puisse, avec entreprise, le poser comme synonyme d'employeur. Je ne suis pas persuadé, néanmoins, que tous les employeurs fonctionnent de la même façon. Ils ne sont d'ailleurs pas tous assujettis au même dispositif législatif. Alors, moi, j'ai juste deux questions un peu basiques, mais je crois qu'à un moment, si on ne définit pas de quoi on parle, on risque d'être un peu évasif. Quel est le plus gros employeur près de chez vous? Et aujourd'hui, vous constaterez que c'est depuis bien longtemps plus des entreprises, mais c'est la fonction publique hospitalière. Et la deuxième question, un peu triviale, mais qui, je crois, permet de bien poser le débat, où est la majorité des actifs dans des entreprises de moins de 10 personnes? Donc, évidemment, parler d'une grosse entreprise, ça permet d'être visible, parce qu'on connaît tous Spi Batignolles. Mais l'essentiel des personnes qui sont concernées par les transitions échappent au dispositif parce qu'ils ne bénéficient pas des dispositions légales, la première étant l'accès à la formation professionnelle continue. Qui va en formation professionnelle continue? Les hommes plutôt que les femmes, les diplômés plutôt que les moins diplômés, etc. etc. Ça, les faits sont têtus, et je pense qu'il faut les avoir en tête, sinon on risque de ne pas parler à la majorité des gens qui sont concernés par les transitions. Et à la question, qui est le premier accompagnateur des gens en transition? Quantitativement, je vais répondre d'une façon un peu provocante, c'est eux-mêmes, parce qu'ils sont confrontés à leur solitude, ça a été dit ce matin. Ils vont se retrouver à gérer leur transition avec leurs petits bras musclés et à trouver les ressources par eux-mêmes. Et je pense que là-dessus, moi j'ai dans l'oreille tous les gens que j'ai entendus qui sont passés de dispositif d'insertion en dispositif d'insertion. On n'est pas sur des quantités de dizaines, on n'est pas sur des quantités de centaines, on est sur des quantités de millions de personnes qui ont eu derrière un bilan de compétences approfondi, qui sont repassés par des gens aussi bien disposés que moi-même sur l'accompagnement projet professionnel. À un moment, d'une façon un peu clinique, je leur ai demandé de ramener l'ensemble des documents qu'ils avaient déjà faits. J'aimerais avoir les moyens de pouvoir vérifier qu'un public en insertion, pour pouvoir accéder à un contrat qui lui permet de survivre, ne passe pas plus d'entretien de sélection qu'un cadre pour obtenir un poste. J'ai eu moins d'entretiens à passer pour obtenir des postes de cadre que d'entretiens que je vois sur des publics qui sont en transition professionnelle. Je pense que, pour moi, c'est des choses qui sont importantes parce que je les constate tous les jours. Et puis aussi, si aujourd'hui, cette parole-là n'est pas portée, on ne l'entendra pas. Pour autant, quand on regarde le dernier rapport au commissariat au plan, que j'ai toujours en tête parce qu'il m'a durablement marqué, quels sont les publics qui bougent le plus d'activités? Puisqu'on parle de transition, donc qui passent de mécaniciens à boulanger, etc. Eh bien, grosso modo, c'est l'ensemble des populations qui se sont retrouvées en apprentissage parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils ont été dans des métiers porteurs. Effectivement, dès qu'ils ont le CAP, ils ont du boulot et 3 ans après, ils font autre chose. Dès qu'ils peuvent, ils sont bons. Il y a des chiffres là-dessus. Et on constate qu'en fait, eux, les transitions professionnelles, ça fait bien longtemps qu'ils les portent. On a eu l'exemple ce matin du piscinier, tous ces métiers qu'on ne sait pas nommer ou qu'on nomme de noms un peu exotiques, mais qui font l'essentiel pour nous permettre de nous nourrir, de se déplacer, plus de s'habiller, puisque maintenant on n'en fabrique pratiquement plus ici, enfin, pas au prix auquel on peut y accéder, et enfin, bon, qui font qu'il y ait du chauffage, etc. Et ces gens-là sont eux-mêmes à porter leur transition. Alors, encore une petite facétie que vous voudrez bien me pardonner, on parle beaucoup de flexibilité en pensant aux personnes. Et pourquoi on ne penserait pas aussi flexibilité en pensant aux dispositifs? Et si pour une fois, ils étaient suffisamment eux-mêmes flexibles pour que quand on veuille faire une VAE, on ne soit pas obligé de passer un nombre considérable de coups de fil pour trouver un interlocuteur qui nous permette d'avoir un jury régulièrement. Enfin, pourquoi cette flexibilité, elle ne jouerait pas aussi dans ce cadre-là? Pourquoi les dispositifs ne seraient pas accessibles par la portabilité, quel que soit son statut, qui permettrait d'accéder rapidement et pour tous à la formation professionnelle continue? C'est aussi l'intérêt de l'employeur, qui a intérêt à laisser des gens dans des situations où, par épuisement, après tous les obstacles qu'ils ont dû franchir, se croient dénués de toute compétence, alors que quand on y met les moyens, le moine avec la méthode des habiletés, Pôle emploi, etc., a prouvé que la majeure partie des gens sont en capacité d'avoir une activité professionnelle.
Voilà, donc je voulais répondre à la question où sont les employeurs aujourd'hui et à la question qui accompagne. La majeure partie, je pense, enfin si je me fie à l'impression que je vois des têtes qui hochent, la majeure partie des personnes en transition professionnelle, ils ont surtout à compter sur eux-mêmes. Ce qui n'est pas forcément mauvais, puisque être acteur, ça veut dire aussi se porter, mais jusqu'à un certain point, quoi. Dans l'insertion par l'économique, il y a économique. Donc c'est la question qui est bizarre. Comment que ça se fait que ça ne se fait pas? Je pense qu'on a un pays qui a inventé un système de défense qui s'appelle la ligne Maginot, et je pense qu'on a toujours un peu ça dans notre tête. Quelqu'un qui travaille, il travaille, quel que soit son contrat de travail. Et donc quand on est dans celle que j'ai évoquée à titre d'exemple, je ne suis pas représentant de l'IAE ici, mais ils ont des productions, ils arrivent à l'heure, ils sont notés par leur chef. Quand le chef il change, ils ne sont plus notés pareil. Enfin, comme dans la vraie vie, quoi. Alors, ce qui est aussi la vraie vie, c'est qu'on a des modes de recrutement qui ne sont pas basés uniquement sur la capacité à faire. Et donc, à partir de là, ce n'est pas une question de capacité économique, c'est une question de comment on recrute. Mais comment on recrute, c'est aussi lié au fait qu'on a parlé du marché, de ses différentes acceptations ce matin, mais le marché, c'est aussi que quand il y a une offre, il y a en face beaucoup de candidats. Et quand il n'y a pas beaucoup de candidats, les modes de recrutement, ils ne sont pas identiques. Donc la question qu'il faut aussi se poser, parce que là on parle de travail, mais il faut aussi, est-ce que le travail est synonyme d'emploi? Alors moi je fais des calculs parfois un peu bêtes, on me pose des questions, je vais essayer d'y répondre. Quand vous prenez l'ensemble de l'activité professionnelle, ça ne fait pas autant d'emplois, mais ça fait autant de travail, ça dépend comment on compte. On a parlé de l'effet genre tout à l'heure, entre hommes et femmes. Il y a des choix qui ont été dits ce matin, je voudrais juste y revenir. Les choix de la famille, est-ce que la femme reste à la maison ou est-ce qu'on est deux à travailler? Ça va avoir des impacts sur le nombre d'emplois. Et qu'il faut aussi comparer les effets générationnels. On parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment. Je pense qu'on ne peut pas comparer le système économique allemand et français sans regarder les modèles familiaux. Ça n'a pas de sens. Il faut aussi regarder quel rôle on tend à faire jouer à la femme en Allemagne. Mais ça veut dire aussi que du coup, il y a un certain nombre de choses qui jouent, qui ont un impact. Donc l'homme gagne plus, la femme n'a pas besoin de travailler, elle garde les enfants, mais ils ont moins d'enfants, nous on en a plus. Bon. Et donc on ne peut pas, à un moment donné, enfin je ne suis pas un apôtre du systémique, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en lien. Et il y a des choses que nous avons trop l'habitude de fusionner dans une espèce de langage qui devient trop approximatif et qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle. Le travail n'est pas l'emploi. Et quand vous regardez les gens au travail, ils ont tous trop de boulot. Mais on n'a jamais eu autant de gens qui n'ont pas d'emploi. Bon, c'est des choix de société. Alors, la question ensuite, je pense qu'il faut dire et redire. Alors, moi, j'ai beaucoup appris, je m'excuse, il est là, mais j'ai appris à citer mes sources de Paul Santènement. Il faut arrêter avec le mépris qu'on pose sur les activités, et notamment manuels, bâtiments, travaux publics. On a une hiérarchie aussi dans la représentation qu'on a des métiers, de l'échelle sociale, qui fausse complètement notre capacité à comprendre que même, enfin, et surtout, j'ai envie de dire, pour un maçon, un conducteur d'engin, un possesseur d'un cassesse, c'est pas donné à tout le monde, et que ça nécessite de véritables capacités sur lesquelles il faut accepter à un moment donné, même si on ne peut pas les payer, parce que je comprends bien qu'il y a des hiérarchies de salaire, mais qu'on les prenne en considération. Et c'est cette considération-là qui va faire que, parce qu'on trouve que c'est un vrai métier, on va s'y intéresser, qu'on va changer les modes de recrutement. Parce que vous parlez des modes de recrutement, regardez sur quels critères ils se basent. Ils sont souvent très éloignés de la réalité du travail. Et à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de mettre des modes de recrutement, je veux dire, alternatifs, méthode des habiletés, assessment center, etc., on a montré qu'il n'y avait aucune raison. On a changé les tests pour faire conducteur de bus. Les femmes réussissaient pas en disant qu'elles ne savent pas le faire. On a changé les tests et les femmes savaient conduire les bus. Et dans le temps, on a fait toute notre... Les 30 Glorieuses se sont fait avec des gens qu'on allait chercher un peu partout qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper de question. J'aurais aimé pas avoir à répondre d'une façon aussi longue, mais je pense qu'il faut avoir l'honnêteté aussi d'aborder les choses, quoi. Voilà.